Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Bonjour Lucille. Salut Lucille. Bonjour Chère Lucille. Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Salut, c'est Lucille Bélan. Bienvenue dans la saison 5 du podcast C'est compliqué. Au programme de cet épisode, le témoignage de Maya, qui a l'impression d'être tombée amoureuse de son cousin et qui est très déstabilisée. En seconde partie d'épisode, nous parlerons de notre rapport à la présence des enfants dans l'espace public. Dans son message, Maya raconte qu'elle et son cousin ont 1 an d'écart et que pendant l'enfance, ils étaient très proches. Elle allait très souvent chez lui, avant qu'il ne s'éloigne à cause d'un déménagement. Quelques années plus tard, ils se retrouvent. Et là, la jeune femme s'étonne. Je cite : « On n'était plus les mêmes, on ne se ressemblait plus, il était plus grand que moi et me charriait là-dessus, et ça ne me dérangeait pas. Mais la façon d'interagir avec lui était différente. » Fin de la citation. Maya ne sait plus ce qu'elle ressent pour son cousin. Est-elle amoureuse ? Je cite : « Maintenant, à chaque fois que je le vois, mon cœur s'emballe. Alors j'essaye de ne pas éterniser la conversation. » Fin de la citation. Elle précise également qu'elle a déjà ressenti de la jalousie à cause de lui. Chère Maya, vous ne seriez ni la première ni la dernière à développer une forme d'amour pour un cousin ou même un autre membre de la famille. La littérature et le cinéma regorgent même d'exemples de romantisation de ces relations. Mais pourquoi arrive-t-on à ressentir un sentiment amoureux pour son cousin ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, ce sont des proches en qui on a confiance. On les connaît par cœur. Parfois, ils nous ressemblent physiquement et la proximité de nos traits viennent ajouter à cette impression de sécurité. Certaines personnes ont naturellement une appétence pour des figures rassurantes. Ça se joue à un nez, à une couleur de cheveux, à une fréquence de voix. Des fois, on plaisante sur le fait qu'on cherche dans l'autre son père ou sa mère, et puis parfois, on se cherche juste soi. Le cousin, c'est une proximité qui nous permet de nous confronter moins au réel, moins au vaste monde. On reste dans l'entre-soi, on enferme ses désirs dans une boîte qu'on connaît par cœur. Cela ne rend pas vos sentiments moins légitimes, mais vous devez avoir conscience de ces mécanismes. C'est souvent une phase, et elle ne vous enferme pas. Vous avez le droit d'embrasser ces sentiments, d'en nourrir vos fantasmes, tout en ayant conscience que le passage à l'acte est peu probable ou peu souhaitable. Rien ne vous oblige à souffrir de la situation. Il est possible de l'aborder avec sérénité, en gardant le frisson, sans la culpabilisation. Même si c'est compliqué, on peut toujours en parler. Cet été, et comme à chaque période de vacances, on a vu plusieurs fois revenir la question de la place des enfants dans l'espace public, et en particulier dans les trains. On les trouve trop bruyants, mal polis, ils salissent tout, leurs parents sont démissionnaires et passent leur temps sur leur téléphone portable plutôt que de faire la police. On n'hésite plus à dire qu'on les déteste. Oui, on déteste les enfants. Il faut croire que c'est une opinion comme les joutes verbales entre les équipes de celles et ceux qui aiment la coriandre et les autres qui ne peuvent plus la voir en peinture. Ou celles et ceux qui préfèrent l'utilisation du terme chocolatine plutôt que pain au chocolat. On est sur Internet, alors on dit qu'on déteste les choses. On se met en colère et on se fâche tout rouge. Et parfois, même en tant que mère de 3 enfants, je me dis que je comprends qu'on n'ait plus trop envie de passer des heures dans un espace exigu pour un billet qu'on a payé trop cher et dans lequel, en plus, des enfants crient. Je me rappelle aussi que quand mes enfants étaient petits, je passais le peu de trajet en train que je m'autorisais dans les toilettes ou entre les wagons pour n'importuner personne, même si mon bébé ne faisait aucun bruit. Juste au cas où. Parce que j'avais lu sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait rien de plus agaçant au monde qu'un enfant qui s'exprime dans un train. Ilana Wiseman, sociologue et autrice du livre « Ceci est notre postpartum, défaire les mythes et les tabous pour s'émanciper », analyse l'expression de cette détestation. Attaquer les enfants et exprimer de façon très frontale et très décomplexée détestation des enfants, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Voilà, moi je déteste les enfants, je ne supporte pas les enfants, je ne peux pas me les voir. Quand il y a des enfants autour de moi, je suis hyper mal à l'aise, ça me donne des envies de... Enfin vraiment, il y a des blagues de... Voilà, j'avais envie de jeter un gamin par la fenêtre du wagon SNCF parce qu'il braillait, etc. Donc il y a un peu cette... c'est un peu une des seules catégories de la population où on se permet de faire ce genre de réflexion parce que, à mon sens, les enfants ne sont pas
réellement des humains pour beaucoup. Ce sont des espèces d'humains en construction. Pourtant, voilà, il ne s'agit pas d'animaux, et encore, la protection animale, ça existe aussi. Ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Ça paraît fou de devoir rappeler ça. Des êtres vivants qui n'ont pas les mêmes modes de communication que les adultes, qui ne sont pas encore matures émotionnellement, sur le plan neurologique, etc. Et c'est vrai que je trouve ça assez dingue, en fait, qu'on puisse exprimer sa détestation des enfants avec autant d'aisance, sans gêne. Et je pense que c'est le terreau aussi des violences que subissent les enfants. Je trouve ça assez dégueulasse. Je crois que j'ai tellement lu ces messages de détestation des enfants que j'ai fini par intégrer que mes enfants étaient par principe des nuisances et que moi, parce que j'étais une mauvaise personne, je les imposais au monde. Si je regarde quelques années en arrière, je trouve dingue le nombre de fois où j'ai dit à mes enfants qu'ils faisaient trop de bruit, qu'il fallait qu'ils arrêtent de bouger ou qu'ils se taisent carrément par peur de gêner quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand ils ont eu l'âge, je leur ai fait découvrir les applications sur tablette et portable. Puis je leur ai fait écouter des podcasts. Tout, plutôt qu'ils fassent du bruit. Et une culpabilisation de plus. Je suis devenue une mère qui met ses enfants devant des écrans. Je n'ai pas réalisé que le problème commençait bien avant. J'étais une mère. J'avais des enfants. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut vivre avec ça, avec cette culpabilité-là. Et ce n'est pas toujours facile. Cette question de la mère, directement attaquée par l'intermédiaire de ses enfants, est aussi évoquée par Ilana Wiseman. La question de la place des enfants dans l'espace public va bien au-delà d'une question anodine sur la non-tolérance au bruit ou la difficulté à se trouver dans un environnement bruyant, parce que on est dans un cadre où, de fait, ce sont principalement, en grande majorité encore aujourd'hui, les mères qui ont en charge l'éducation et la charge parentale, donc les sorties avec les enfants, les activités. Et donc, très souvent, ce sont les mères qui se trouvent dans l'espace public avec les enfants. Et que finalement, vouloir quelque part un monde où les enfants seraient gommés de l'espace public pour se ménager, un environnement peu bruyant, un environnement agréable à vivre pour une personne sans enfant, ça reviendrait à vouloir invisibiliser les mères. Donc c'est une question finalement qui est une question féministe, qui n'est pas juste une question d'aise ou de confort dans l'espace public, mais bien une question d'existence des femmes, en l'occurrence des mères, au sein de l'espace public. Cet été, j'ai pris le train plusieurs fois, la plupart du temps sans mes enfants. Et j'ai essayé au maximum d'être sympa avec les parents que je voyais galérer et mourir de honte ou de culpabilité. À la fin d'un trajet, je me suis jointe à un autre voyageur qui félicitait une maman qui venait de passer 4 heures à essayer de canaliser ses 3 enfants. Il lui a dit « Bravo, ils ont été tellement sages !» Et j'ai renchéri. La réponse de la mère m'a brisé le cœur, parce que je me suis revue il y a quelques années. Elle n'a pas été fière. Elle s'est excusée. Elle a dit « Moi je ne trouve pas vraiment, mais on ne peut pas faire grand-chose. » Oui madame, vous ne pouviez pas faire plus. Il n'existe pas de bouton mute sur les enfants. Et même s'il existait, ils trouveraient le moyen de faire du bruit avec leurs mains ou leurs pieds. Ils trouveraient le moyen d'exprimer leur excitation, leur ennui ou leur stress. Et franchement, dans le monde dans lequel on vit, optimisé pour le confort de citoyens à l'âge et à la corpulence moyenne, il n'y a rien d'étonnant à ce que les enfants aient quelque chose à dire. Pour finir, j'ai demandé à Ilana Wiseman si elle avait des pistes pour une meilleure intégration des enfants et de leurs parents dans l'espace public. J'aurais eu tendance à dire dans le passé qu'il aurait fallu développer davantage d'espaces kids-friendly, mais sur la base de réflexion, d'analyse, et notamment une newsletter que j'aime énormément qui s'appelle MILF, qui est rédigée par Fabienne Lacoude. Cette idée finalement pseudo-cool d'espace kids-friendly, donc les enfants pourraient à leur guise évoluer, ça sous-entend quelque part que le reste de l'espace public ne l'est pas, et donc n'est pas accessible, ne tolère pas la présence d'enfants, qui soient des enfants, donc potentiellement bruyants, turbulents, qui se déplacent dans l'espace de façon un petit peu en électron libre. Donc, c'est quelque chose finalement qui ne me va pas. Une société où il faudrait un peu former une espèce de ségrégation entre les enfants et celles ou ceux qui les accompagnent et le reste de la société. Et finalement, j'ai pas vraiment de réponse très optimiste sur cette question parce que je pense que c'est pas une histoire de mise en place un petit peu cosmétique. C'est vraiment une refonte des modes de pensée, c'est une refonte de comment est-ce qu'on conçoit les enfants, comment est-ce qu'on conçoit la parentalité.
Et dans une société capitaliste, les enfants et leurs parents, en fait, et leur mère principalement, on s'en fout. Ce ne sont pas des personnages, ce ne sont pas des êtres qui contribuent à la production du capital. Donc ce ne sont pas des êtres à qui on s'intéresse. Et voilà, tant qu'on n'a pas démonté et le patriarcat et le capitalisme, je pense que je vois pas comment est-ce qu'on peut arriver vers une évolution tangible de ce rapport-là aux enfants et à leur mère dans l'espace public. Désolée de casser l'ambiance. C'était C'est compliqué le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou envoyer un commentaire. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. C'est compliqué est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.